Aujourd'hui, un Sénégalais, il émet une facture et le client, il doit se démerder pour faire entre Western Union et qui sort de son comptabilité parce qu'il sort de l'argent de son entreprise. C'est presque de l'ABS parce qu'il va pas déclarer comme un revenu parce qu'il va l'envoyer directement en Afrique. Normalement, si tu le sors sur ton compte d'entreprise, tu dois payer, tu dois déclarer comme, voilà. Ça. Bah, tu peux pas faire de B2B avec un Africain. Mon invité du jour, Solofo Rafenombo Latiana. Derrière lui, des festivals de jazz à Madagascar. Devant lui, l'une des premières infrastructures de paiement à l'échelle de l'Afrique. Sa plateforme, DigiTup, permet déjà d'envoyer de l'argent, de payer des factures et d'acheter l'essentiel dans 54 pays africains. Il y a quelques semaines, Solofo a passé 45 jours sur le terrain entre le Togo, le Bénin et le Ghana. Il a rencontré des centaines de petites entreprises, des centaines d'entrepreneurs, de freelances, d'indépendants qui rencontrent tous la même difficulté. Comment se faire payer depuis l'Afrique? Solofo a une obsession, rendre aux TPE africaines un truc qu'on leur refuse depuis 120 ans, le droit de se faire payer. Aujourd'hui, dans cette interview, il me livre son récit, comment des plateformes telles que DigiTup permettent déjà à ces entrepreneurs de pouvoir exister sur le marché international, comment les stablecoins viennent rebattre les cartes des échanges intra-africains, mais également entre l'Afrique et le reste du monde. Et même problème, moi j'ai des collaborateurs à Madagascar, soit je virais de l'euro, heureusement j'avais une filiale, donc je virais de l'euro sur la filiale, mais ça me coûtait toujours cher, et après ces 5 jours, il y a des moments où j'appelle, j'ai fait des virements de 10 000 euros, et c'était un cas concret de la BNP à la Bank of Africa de Madagascar. J'appelle mon country manager, dis l'argent tu l'as reçu, bah non, la banque elle est là, mais il paraît que il y a un contrôle, il faut qu'on fasse une demande au ministère des Finances de l'inbound, hein, c'est de l'argent qui rentre dans le pays. Ah ouais. Je dis, mais allô quoi? Allô quoi? Et donc, il a fallu pratiquement 1 mois pour qu'on récupère les 10 000 euros multipliés par le taux de change qui n'était pas le taux de change du jour, mais, hein. Voilà. Et donc, voilà. C'est comme le dollar, l'euro numérique, le CBDC européen. C'est 50 milliards d'euros d'investissement, mais la BCAE ne saura pas gérer l'infrastructure. Ça ne marchera jamais, leur truc. Au lieu de dire, on fait on fait une législation pour que des boîtes privées et des banques publiques puissent émettre des stablecoins, on régule sur le collatéral de ces stablecoins, on impose des audits, même tous les jours, si tu veux. Oui. Je m'en fous, moi, je le fais tous les jours. Mais on laisse les gens faire, et les gens sachant faire, compétents faire. Et aujourd'hui, pour faire l'infrastructure de transfert de valeur, faut être vraiment con pour réinventer, quoi. C'est clair. Imaginez, vous êtes un développeur à Dakar, vous avez livré un client parisien, et là, vous attendez d'être payé. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 10 jours passent. Vous recevez enfin votre paiement, et là, surprise, il en manque 8%. C'est ce que vivent pas mal d'entrepreneurs, de freelance et d'entreprises en Afrique de l'Ouest et en Afrique en général. Ils se heurtent à un mur d'un système financier qui n'est pas conçu pour eux. Beaucoup de personnes vous diront, mais c'est simple, il a qu'à installer un wallet en stablecoin ou en bitcoin et c'est terminé. La théorie est simple, mais en pratique, c'est beaucoup plus compliqué. Mon invité, lui, s'est rendu sur le terrain et donc il revient avec des informations concrètes. Que vivent ces entrepreneurs au quotidien? Quelles sont les solutions les plus adaptées pour résoudre leurs problèmes? Commercer avec le monde entier sans se faire ponctionner. Bonjour Solofo, comment vas-tu? Bonjour. Je suis très heureuse de t'avoir sur mon plateau aujourd'hui. Moi aussi. Donc dans ce nouvel épisode d'Effet 21, on a discuté sur Internet et notamment il y a un de tes posts qui m'a marqué et qui m'a donné envie d'échanger avec toi aujourd'hui. C'est que tu as fait un voyage en Afrique de l'Ouest, tu as visité plusieurs pays pour comprendre les problématiques des entrepreneurs sur place, notamment pour les paiements transfrontaliers. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur toi. J'ai vu que tu étais un grand fan de jazz. T'en sauras rien. Et que tu organisais des festivals. Donc j'aimerais bien en savoir plus comment on arrive à avoir 2 passions, les fintech et le jazz, qui sont a priori 2 choses différentes. Oh là, c'est pas difficile d'avoir des passions. Je pense que chacun, on a tous nos passions. Et après, le souci, c'est que peu s'expriment par rapport à ça ou peu réalisent leur passion. Moi, j'ai plusieurs. La musique est pour moi le jazz, mais surtout la musique au sens large, pour moi, c'est plus une passion, c'est l'essence pour moi de la vie. Il faut me dire, mais non, le gars là, il est dans la blockchain, il fait des stablecoins, de révolutionner le monde bancaire, financer l'Afrique, et il me parle de musique. Oui, et pour faire court, en fait, je suis un musicien frustré. Je joue mal. Je viens d'une famille quand même
de mélomanes, de musiciens. Mais quand j'étais jeune, je me suis jamais, j'ai pas fait l'effort en fait de pratiquer. Je chantais simplement, mais moi même mes frères ils jouent merveilleusement. Et donc c'est une équipe plus tard, parce qu'on ne perd jamais ça. C'est une équipe plus tard, une quinzaine d'années, où je me suis dit je veux refaire la musique. Donc je me suis mis j'ai eu la chance de rencontrer un très grand saxophoniste de jazz et il m'a dit il faut que tu adores ça. Et bon, pendant des années j'écoutais ça, je vais dans les festivals, les Marciac, tout ça, mais j'ai jamais joué. Donc il me dit tu peux commencer aujourd'hui, achète un sax et je vais te former. Et le mec est venu chez moi tous les samedis après-midi. Pendant 2 ans, je me suis dit, mais j'ai vu que c'était trop tard. Je serais plus un grand musicien. Et donc, étant frustré, j'ai dit, il va falloir que je peux me rapprocher de ce monde, côtoyer tous ces bons musiciens. Et à Paris, il y en a beaucoup. Et j'ai commencé à réaliser des petits concerts dans les salles à Paris, dans les bars, les restaurants. Je suis parisien depuis belle lurette. Et la petite fille en manchant, et donc du coup des petits concerts, des grands concerts, des grands concerts, un petit festival à Paris, après 3e, 4e. Et un beau matin, je dis maintenant il va falloir faire un truc un peu différent. Et donc j'ai lancé le premier festival avec un associé malgache qui travaille dans le tourisme plutôt, parce qu'en fait c'est un projet où on mélange la musique, donc les concerts, les festivals, avec du tourisme pour montrer ce que c'est Madagascar autrement que les plages. Et donc on a commencé le premier festival de jazz dans une île merveilleuse, magnifique à Madagascar, qui s'appelle Nosibé. En 2016, donc Nosibé Jazz Festival. Et après, on en a fait, là, cette année, au mois d'octobre, on va faire le 10e, je crois, édition. Ah, quand même. Mais maintenant, ça m'occupe plus que, 15 jours par an. Mais parce qu'il y a toute une équipe maintenant, c'est rodé. Ouais, ça tourne. Donc je viens, avec mes petites sandalettes et tout ça, avec mon Bermuda, voilà, et je fais la fête pendant 15 jours. Voilà. Tranquille, les pieds dans l'eau. Oui. Et du coup, le reste du temps, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'occupe? Oh, le reste du temps, écoute, le reste du temps, je fais de la musique. Non, le reste du temps, c'est vrai que je suis dans ce projet qui m'anime, et d'aucuns disent qui m'habite, c'est vraiment de participer à la résolution du problème, un des problèmes majeurs que je constate en Afrique. Il y en a plusieurs, on va pas y passer l'heure qu'on a. Mais pour moi, il y a 2 grands problèmes en Afrique. Le 3e, c'est l'éducation. Mais les 2 grands problèmes, c'est le problème toujours d'infrastructure. Donc la première, c'est l'énergie. L'électricité. Enfin, je connais pas de pays africain qui soit un peu, comment dirais-je, de bonne qualité. Peut-être l'Afrique du Sud, mais encore. Au Maroc, c'est déjà très très bien. Mais la moitié des Africains n'accèdent pas à l'électricité. Et ceux qui en accèdent, tu vas à Lagos, qui est même un pays où il y a tout, et t'as des coupures, si t'as pas de coupure électrogène. Donc c'est un vrai problème en Afrique, l'infrastructure d'énergie. Et le 2e, c'est le système bancaire. Je rentre dans le plat, le système financier. C'est le système bancaire, le système financier de l'Afrique. Pour moi, c'est le frein au développement de l'Afrique. Et la pauvreté en Afrique, si elle persiste, c'est à cause du système financier que nous avons. Et donc, je me dis, il va falloir qu'on casse ça ou qu'on améliore ça. Et ma petite contribution, j'espère qu'elle va avoir un effet, c'est Dizzy Top. Et c'est ça qui m'anime tous les jours, en dehors de la musique. Et j'en ai d'autres, mais c'est un autre sujet. On fera un podcast par rapport au sujet. Donc, oui. moi, je prends une phrase que tu viens de dire qui est pour moi assez importante à développer. Tu dis que le problème de la pauvreté en Afrique viendrait du système bancaire. Est-ce que tu peux développer Alors, système financier au sens général, mais système bancaire. Financier, ouais. Alors, je vais développer mon propos. La banque en Afrique, le système bancaire, a 150 ans. La première banque en Afrique, ça vient d'Afrique du Sud, c'est ce qu'on appelle le Standard Bank, mais ça s'appelait pas comme ça, en 1862. La première côté Afrique de l'Ouest francophone, c'est 1901, je crois. Quelque chose comme ça, une fois que les Français sont arrivés, à l'Éthiopie, 1906. Donc voilà une industrie qui a 150 ans, 130 ans, 120 ans, centenaire. Qu'est-ce qu'elle a fait en 100 ans, l'industrie bancaire en Afrique? Moins de 20% d'Africains qui sont inclus. Moins de 20%. Et on se targue d'avoir un système financier efficace au service des développements. Quand tu vas à Abidjan avec tous ces gens qui roulent en 4x4, costume 3 pièces et qui travaillent dans la finance, ces gars-là, ils créent rien comme valeur pour la société africaine. Je parle pas d'individus, parce que j'aurais pu être aussi banquier. Mon père était banquier. Enfin, il était pas actionnaire, mais il était dirigeant de société de banque. Donc c'est quand même, il faisait partie des gens qui n'ont pas fait grand-chose peut-être. Et il faut toujours tuer le père, comme on dit. Alors, ça c'est le premier point. 150 ans,
avec un résultat et qu'on n'affronte pas ce résultat. On le cache, on essaie d'esquiver toujours, esquiver sur la stabilité monétaire, sur le blanchiment d'argent, sur enfin tous les discours que tu connais certainement parce que je sais que tu participes à ces grands raouts. Et nous, les francophones, sont les meilleurs là. Oui, pour faire des circonvolutions inutiles. Alors, au même titre que l'énergie, il y a l'infrastructure financière qui est censée pour appuyer et booster l'économie en Afrique et plus qu'ailleurs, parce qu'on peut tout à fait critique par rapport à l'industrie financière, l'industrie bancaire en Europe. Hein, d'ailleurs, mais en Afrique, on a pris ce qui était mauvais chez les Européens. Et donc, c'est une industrie qui est exclusivement tournée vers les grandes entreprises. D'abord, par strate, les Bawana Corporation, c'est-à-dire les multinationales, hein, parce que c'est bien ça, qui travaillent en Afrique. Donc, l'industrie bancaire est fait pour ça. Après, les grandes sociétés africaines, alors tu me dis, oui, effectivement, elles sont africaines, donc elles ont quand même escaladé les murs. Donc, oui, mais voilà, le gars, il a quand même beaucoup enduré pour arriver là. Donc, les grandes entreprises africaines, quelques grandes TPE et l'État, dans les 4. Et chez les francophones, depuis 15 ans, 20 ans, le changement du mode de financement des États africains francophones, à travers la BCAE, l'émission de dette, pour que le Bénin, le Togo, le Sénégal puissent émettre des obligations et financer son train de vie, avec de l'argent qu'ils ont donné pratiquement gratuitement aux banques commerciales, qu'après ils empruntent. Enfin, c'est ça le système bancaire africain. C'est-à-dire que les gens qui travaillent dans la finance en Afrique, ils ne mangent que sur la bête, c'est-à-dire l'État, et avec de l'argent que l'État leur a, à travers la Banque centrale, leur a donné à un taux moindre, et ils pensent qu'ils créent de la valeur. Donc, il y a aucune. Alors, il y en a, je suis dur quand je dis il y a aucune, mais toute la pensée économique, toute la philosophie financière, toute l'innovation financière de nos dirigeants, de nos régulateurs, de nos ministres, de nos gouvernements en Afrique francophone, et Madagascar en fait partie, même si Madagascar n'est pas à l'ouest, c'est tourné vers les grandes entreprises, l'État et un peu les grosses PME. Tu es indépendant en Afrique, tu n'existes pas. Tu as une petite échoppe qui fait vivre ta famille et éventuellement tes cousins et tes cousines, vous êtes 20 à faire travailler l'entreprise. Le responsable commercial, je ne veux pas nommer des noms de banques, mais bon, on le connaît tous. Hein. Déjà, le mec, quand il te regarde, que tu viens pas en BMW, mais que tu viens en Zimizan ou en moto, déjà, voilà, il va te faire attendre dans la salle d'attente pendant 1 heure, 2 heures. C'est ça la vie. Hein. C'est vrai. Et comme c'est pas que de la faute des banques, mais de l'autre côté, on a un travers. Mais ça vient de l'éducation. C'est pour ça que c'est le 3e problème de l'Afrique, c'est l'éducation. Bah, les entrepreneurs, les petites TPE africaines, côté surtout francophone, avaient peur de se formaliser ou n'ont pas pu se formaliser ou par peur des impôts, que sais-je, ne veulent toujours pas se formaliser. Donc du coup, ils tiennent pas le book, comme dit un enfant en anglais. Hein, donc il n'y a pas de comptabilité, même des books juste pour dire aujourd'hui voilà. Donc du coup, quand tu n'as pas de données, effectivement, la banque elle ne sait pas te traiter. Donc la banque, elle se cache derrière ça. Et comme l'État n'impose rien, ou voilà, donc c'est pour ça que pour moi, l'industrie financière, l'industrie bancaire en Afrique nécessite une vraie secousse pour qu'ils prennent en charge les TPE et les PME. Et c'est pour moi, ça c'est vraiment, ça c'est mon, c'est ma lutte en fait. Voilà, voilà. Et c'est pour ça que je suis dans Digitop depuis 7 ans. En tout cas, ce que tu décris, c'est, on peut le résumer aussi ainsi. C'est qu'il y a un décalage entre le rôle des banques et la vraie économie, parce que l'économie en Afrique, elle est en grande partie informelle. Ah oui, voilà. Oui. Bah non, mais les chiffres, tu peux les chercher auprès de la Banque mondiale, un peu partout maintenant, c'est assez facile, mais c'est 90% des emplois en moyenne dans toute l'Afrique sont pourvus par les TPE-PME. 90%. Un peu moins un PIB, mais 90% des emplois. Ça veut dire que c'est ces gens-là qui font nourrir la société africaine. Et donc, les banques, elles travaillent uniquement pour les 15% de créateurs de valeur, de la valeur créée, même pas en 15% de la population, mais 15% de la valeur créée. Et tout est fait que pour ça. Et le pire, c'est que tout le blocage qu'on a, tous les débats qu'on a aujourd'hui, les non-régulations, c'est fait pour garder cette, comment dirais-je, les gars qui
parce que malheureusement, majoritairement, ils sont des gars, hein, qui contrôlent l'industrie financière en Afrique. Ils veulent pas que ça change. Parce que ils mangent beaucoup avec les grandes entreprises, avec les États. Et ils veulent pas que les TPE et les PME puissent rentrer dans le système. Ouais. Mais paradoxalement, on voit qu'en Afrique, surtout ces dernières années, il y a une grosse émergence des fintech, donc des plus petites structures qui vont venir proposer des services justement pour monsieur et madame tout le monde, pour des gens qui vendent au marché, voilà, pour essayer de démocratiser les systèmes, l'accès tout simplement à la finance, voilà, aux services financiers. Donc on a d'un côté un système qui est assez rigide, et de l'autre, on a quand même une floraison de fintech, voilà, qui vont venir proposer des services pour permettre aux gens justement d'accéder à des services qu'ils n'avaient pas jusqu'avant. Mais pour autant, les régulateurs, parce que ça m'a fait penser ce que tu disais à une conférence, je sais pas si tu as suivi, le 8 mai dernier, il y a eu une conférence Je me suis inscrit et on m'a dit, tu regardes sur YouTube, je dis voilà, ça c'est l'Afrique francophone, tu vois. Moi j'étais à Lomé, je voulais même prendre un billet d'avion pour aller à Dakar. Ouais. Et donc ils m'ont juste dit tu vas sur YouTube, je suis même pas écouté. En fait c'est justement une remarque que je me suis faite parce que c'était un cours magistral. On avait les banquiers centraux, donc nos banquiers centraux. Ah non, j'ai même pas regardé, je peux t'assurer. Mais j'étais à Lomé et à Lomé c'est 2 heures de vol, hein. J'étais vraiment prêt à prendre le vol pour aller à Dakar. Il manquait tous ceux qui sont sur le terrain, parce que l'objectif c'était de parler des stablecoins. Mais ça montre bien en fait l'état d'esprit de notre sous-région. Alors je vais quand même pas modérer mon propos parce que je sais pas modérer mon propos. Mais par contre je te brossais ce que moi je vis. Parce que moi maintenant Digitop adresse 54 pays, donc il y a plein d'Africains qui disent récemment il y a un gars à Dakar qui me dit oui, comment tu fais ça, est-ce que tu fais interdit ici à la BCAO, voilà. Mais en fait nous francophones, on a le travers du francophone, c'est-à-dire du français, c'est-à-dire assez pédant, assez arrogant. Tu vas me dire que je suis aussi. Et on a un nombrilisme. En fait, comme on a peu vu le monde, parce que les francophones, malheureusement, c'est pas des gens qui sont, on peut dire, globaux de manière globale. Il y a toujours des exceptions, mais et donc on regarde toujours, on se retourne, on regarde toujours ce qu'on autour de nous. Et quand on regarde l'Afrique dans sa globalité, là maintenant je vis à un tiers de mon temps en Éthiopie, à Addis Abeba depuis 2 ans, mais je vois l'évolution du pays à la fois en construction d'infrastructures, mais aussi en évolution réglementaire. Ils font pas la folie, ils n'ouvrent pas leur pays comme ils veulent, mais on voit qu'il y a une stratégie et ils exécutent. Ils ont commencé d'abord par flotter le beurre, qui est pas le beurre, mais le beurre, comme on dit ça, qui est la monnaie locale. Donc maintenant, depuis un an et demi maintenant, il n'y a plus de contrôle au sens propre comme avant. Il est flotté, évidemment, il y a eu une dévaluation énorme, donc il y a eu un impact quand même négatif sur le terrain, sur le coût, l'inflation a explosé, mais au bout d'1 an, les choses sont devenues à un niveau acceptable, mais surtout, ça a fait booster l'économie. Après, ils ont créé une bourse, donc tu vas me dire, l'Afrique de l'Ouest a une bourse. Oui, la BRVM. La BRVM, voilà, comment on dit, BRVM. BRVM. Ok, je reviendrai là-dessus parce que c'est cocasse. Et en Éthiopie, l'usage de la crypto, ils ont fait une régulation, une loi qui est assez assez vicieuse, même maligne et vicieuse, mais ils contrôlent, ils libèrent. C'est-à-dire, ils font des choses. Oui. Moi, ce que je reproche à nous francophones, c'est qu'on ne fait rien, on n'annonce rien, et on dit voilà, oui, mais c'est interdit. Sauf que aujourd'hui, trouve-moi un texte qui dit que c'est interdit de recevoir des stablecoins ERC, de Circle ou de USDC pour une entreprise à Dakar. Il y en a pas. Non, il y en a pas. Ça veut dire qu'on fait, voilà. Donc, en Éthiopie, l'Éthiopie est devenue aujourd'hui, grâce à la production d'énergie la moins chère de toute l'Afrique, voire même pratiquement du monde. Ouais, avec le GERD. Même avant le GERD, c'est même avant. Et parce qu'ils ont ceci étant, Addis a des coupures de courant, mais bon, le problème de l'électricité, c'est pas juste la production, c'est le réseau de transport. Ouais. Mais ils sont devenus le numéro 1 en Afrique producteur de Bitcoin. Oui. Voilà, et ça génère 250 millions de bénéfices nets à l'opérateur d'électricité éthiopienne. 250 millions par an. En même temps, c'est interdit à la population de transacter. Voilà. Donc, donc pendant des années, ils vivaient sur cette contradiction. Mais d'un côté, tu veux monter en ferme de Bitcoin, t'es éthiopien, tu peux le faire. Ouais. Tu montes ta boîte, tu crées ta société, tu déclares tes gains et tu payes des impôts.
Et voilà, je vais pas faire d'analogie avec d'autres métiers qui sont interdits en France et dont le fisc taxe, mais c'est à peu près la même chose. Voilà, c'est pas interdit, mais en tout cas, t'as pas envie de le faire. Et ils préparent une loi, comme au Maroc. Le Maroc, c'était interdit, sauf que les Marocains étaient les plus grands possesseurs de Bitcoin et de stablecoin. Et là, il y a une loi qui a été votée, on attend juste le décret. Donc, tous ces gens-là, ils bougent. Nous, francophones, on blablate et on déclare rien. Et en fait, c'est ça le vrai problème. Et donc, je reviens sur l'Éthiopie. Donc, là, cette année, ce qu'ils ont fait, comme ils ont vu qu'il y a énormément d'arrivées du SDT dans le pays, je pense qu'après le Nigeria, ça doit être l'Éthiopie ou le deuxième ou le troisième. Grâce à cette population de la diaspora, 2,5 millions d'Éthiopiens qui vivent beaucoup aux États-Unis et qui utilisent le rail stablecoin parce que le rail bancaire est défaillant, même en Éthiopie. Et donc là, qu'est-ce qu'elle a fait? Et donc il y avait un système, un réseau de peer-to-peer, d'exchange dans le pays. Tu es dans un café, tu fais des exchanges, j'ai des bitcoins ou j'ai des USDT, le mec te donne du cash comme ça en beurre, et toi tu t'en vas, tu accouples ton téléphone et c'est ni vu ni connu. Et donc, le gouvernement a réagi par rapport à ça, il a réagi de deux manières. Je dis pas que c'est ça qu'il faut faire, mais là, au moins ils bougent. Ils ont coffré tous les dirigeants fintech, le mec ils ont envoyé en tonne, ils ont coffré, bon, parce que c'est bien, je pense que c'était pas bien cette partie-là, mais bon. Mais surtout ce qu'ils ont fait, ils sont déclarés illégal l'usage des places de marché peer-to-peer. C'est-à-dire que, donc ils ont en fait criminalisé les utilisateurs pour faire tarir le trade du USDT contre la monnaie locale. Mais tu peux toujours avoir de l'USDT. Si tu as un wallet MetaMask, du Blink, tout ce que tu veux, tu peux l'avoir. C'est pas interdit. Ce qu'ils veulent pas, c'est qu'il y ait l'interpénétration entre l'économie réelle, et la monnaie numérique. Ils veulent éviter qu'on shorte leur monnaie, tout simplement. Oui, mais parce que ça devient. Mais là, les Éthiopiens sont des gens très malins collectivement. Les gouvernements éthiopiens, c'est parce que j'y vis à quart de temps que je me brosse leur dos. Mais ils sont très très intelligents dans la gestion de leur pays. Et pourquoi? Parce qu'ils préparent. J'ai des indications. Je connais des gens qui travaillent dans la régulation financière bancaire. Ils préparent quelque chose pour. En un mot, ils veulent que la banque de l'État soit une sorte de l'agrégateur officiel de tous les VAS et les PSP. Ils veulent contrôler en fait que si tu as de l'USDT ou tu as n'importe quel Bitcoin ou stablecoin, tu dois le faire passer par le méga wallet de l'État. Mais qu'importe, mais en fait c'est une manière de court-circuiter la banque, mais d'une manière soft. Donc, ils vont créer une sorte de filière en parallèle. Donc, tu peux toujours utiliser le rail digital, mais tu passes par cette entreprise, ça s'appelle la CBE, je crois. Et c'est pas défini encore, mais c'est ça qui va se tramer. Donc, voilà un pays, je peux parler du Kenya, que je connais bien, je peux parler de l'Afrique du Sud. Tous ces pays-là, ils ont fait des corpus légaux. C'était pas parfait, mais tous les ans, ils l'améliorent. Nous, en Afrique de l'Ouest, à Madagascar, parce que j'ai toujours parlé même au Congo, RDC, au Congo tout court, la partie zone Afrique francophone de l'Afrique centrale, pareil, que dalle. Non, on blablate, mais on ne dit rien. J'ai pas vu aujourd'hui un document qui dit voilà le framework de régulation qu'on va avoir dans la zone UEMOA et dans la zone CEMAC. T'en as, toi? Non. Arrête de discuter. Mais justement, pour en revenir à cette conférence, ils étaient tous assis, les banquiers centraux. C'était un cours des cabinets de consulting qui leur disaient, et puis il y avait même la Fed qui était présente, il y avait Lisa Cook qui était présente, il y avait bien évidemment le patron, donc c'est-à-dire la Banque de France qui était là, donc le patron, leur patron qui était présent. Non mais c'est pathétique, mais c'est. Et moi je trouve que il n'y a pas de pire que l'indécision. Et bon, moi je connais pas le point de croissance qu'on perd à travers ce côté non précis de notre environnement financier en Afrique de l'Ouest. C'est fou. Voilà. Et moi, je vais au Ghana, je vais au Nigeria, au Kenya, en Afrique du Sud. Encore une fois, tu dis même en Éthiopie, au Maroc, les États sont très forts, mais c'est des États stratèges. Et s'il y a des Marocains qui m'écoutent, moi je dis que c'est un pays qui est bien géré dans le sens où ils savent, ils ont défini le contour de ce qu'ils veulent faire et ils libèrent, mais de manière régulée, avec des textes qui sont écrits et que tout le monde doit respecter. Moi je me sens pas francophone, moi je me sens africain tout court, je me sens plus sud-africain que malgache, je me sens plus éthiopien, c'est sûr, que togolais, mais je m'en fous à la limite, mais
notre bordel structuré là, c'est ça qui nous empêche de progresser. Et donc la pauvreté vient de là. Parce que aujourd'hui, quand on revient sur le cas du développeur informatique, il y en a beaucoup au Madagascar, il y en a beaucoup en Tunisie, il y en a beaucoup au Maroc, il y en a beaucoup à Dakar. Et ben aujourd'hui, quand tu es consultant indépendant dans ces pays-là, même si tu as une carte NIM et tout ça, enfin RNCM, je sais pas comment s'appelle le nom, et ben il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de compte bancaire. Là, il y avait un rapport qui est sorti la semaine dernière en disant que il y a 25%, il y a une baisse d'usage des cartes, des banques, des comptes bancaires en Afrique de l'Ouest à 25%. C'est-à-dire 25% des gens qui ont un compte bancaire. C'est déjà beaucoup, parce que dans mon trou noir qui s'appelle Madagascar, parce que pour moi Madagascar c'est le pays le plus mal géré de l'Afrique. Enfin, malheureusement pour le malgache. Mais on est à moins de 10% de taux de bancarisation. Donc l'Afrique de l'Ouest, 25, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Maroc, c'est peut-être à 50, c'est bien. Mais tu peux être indépendant, développeur informatique, super crack, mais ne pas avoir de compte bancaire. Et même quand tu as un compte bancaire chez Ecobank, chez Coris, le compte franc CFA, qu'est-ce que tu peux en faire? Alors, je prends des cas concrets. Digitop, la maison mère, elle est française, elle est parisienne. Moi, j'ai créé ici, on a une filiale à Madagascar, il y a au Togo, on a semi-filiale aujourd'hui, pas encore enregistrée en Éthiopie. Mais quand je payais mes collaborateurs ou je paye des fournisseurs à partir de notre compte BNP ici ou Conto, que sais-je, le premier cas, c'est qu'il y a que la BNP, la Société Générale, qui couvre l'Afrique francophone aujourd'hui. Tu le sais, ça? Ouais, c'est 8 € à chaque fois. Voilà. Et qu'en mai, tu payes dans les 60 à 170 € le frais de tenue de compte. Voilà. Déjà, tu commences par ça. Et là, tu comptes pas le change. Et tu comptes pas les changes. Bon. Mais 8 €. Et après, la livraison, c'est 3-5 jours. Bon. Moi, j'ai mon lead développeur, un de mes lead développeurs est basé à Durban, en Afrique du Sud. Il a fallu que je crée un compte chez Revolut pour pouvoir le payer. Ça me coûte 5 € aujourd'hui, et avec un taux de change, c'est 3-5 jours, et des fois c'est 8 jours. Bon, donc revenons sur nos grands frères francophones de l'Ouest. Bon, bah de l'euro en provenance d'une banque française, si t'es pas la Société Générale et la BNP, tu ne peux pas. D'accord. Les néobanques, ils couvrent pas les rails africains. Et après, tu payes 8 €. Donc aujourd'hui, tu as un compte bancaire chez Ecobank à Dakar, il te sert à rien parce que personne ne peut mettre de l'argent dedans. Il faut que ton client soit à la BNP, c'est général. Ouais. Tu te rends pas compte de l'incongruité de la chose. Tu vas dire à ton client, mais oui, ouvre un compte bancaire à la BNP. Si t'es à la Bred, bah non. Peut-être que la Bred maintenant fait aussi, parce que la Bred rachète toutes les anciennes sociétés générales en Afrique. Donc peut-être que maintenant ils le font, je sais pas. Donc ça, c'est un cas concret. Donc t'as 20% des gens qui ont un compte bancaire, allez 25%, sauf que tu as des indépendants. Oui. Combien de pourcents des indépendants n'ont pas de compte bancaire, mais ils ont des mobile money. Et donc aujourd'hui, un Sénégalais, il émet une facture et le client, il doit se démerder pour faire un Western Union et qui sort de sa comptabilité parce qu'il sort de l'argent de son entreprise. C'est presque de la baisse parce qu'il va pas le déclarer comme un revenu parce qu'il va l'envoyer directement en Afrique. Et donc, si tu le sors sur ton compte d'entreprise, tu dois payer, tu dois le déclarer comme, oui, voilà. Ça. Enfin, tu peux pas faire de B2B avec un Africain. Donc ça veut dire que, en fait, on a mis un système pour condamner nos jeunes à pourrir dans leur situation. Or, c'est des gens qui ont des talents. Exactement. Je prends le cas de Madagascar, c'est pareil, c'est encore pire parce qu'au moins, là, c'est de l'euro vers le franc CFA. Le taux de change, normalement, il doit pas en avoir, mais il cache ça dans ce qu'on appelle des frais de transfert. Il y en a quand même un peu. Oui, mais bon, la ligne de change, c'est 655, donc voilà, c'est bon, voilà. Mais à Madagascar, on t'arnaque sur le frais, oui. Et on t'arnaque sur le FX derrière. Et même problème, moi j'ai des collaborateurs à Madagascar, soit je virais de l'euro, heureusement que j'avais une filiale, donc je virais de l'euro sur la filiale, mais ça me coûtait toujours cher. Et après ces 5 jours, il y a des moments où j'appelle, j'ai fait des virements de 10 000 €, et c'était un cas concret de la BNP à la Bank of Africa de Madagascar. J'appelle mon country manager, dit l'argent tu l'as reçu, bah non, la banque elle est là, il est là, mais il paraît que il y a un contrôle, il faut qu'on fasse une demande au ministère des Finances de l'inbound, hein, c'est de l'argent qui rentre dans le pays. Ah ouais. Je dis mais allô quoi? Allô quoi? Et donc il a fallu pratiquement 1 mois pour qu'on récupère les 10 000 € multipliés par le taux de change qui n'était pas le taux de change du jour, mais hein. Voilà. Et donc voilà. C'est ça les francophones. Ça rejoint le sujet de la pauvreté dont tu parlais, parce que si on revient sur le jeune freelance, imagine, t'es développeur ou monteur vidéo, un client, il a à choisir entre toi, même si t'es bon, et quelqu'un qui est moins bon
dans un système où il pourra le payer facilement sans tous ses frais, bah du coup t'es plus compétitif. Ah non, en fait, Voilà. Nos enfants, non, on a des talents en Afrique. Oui, d'accord. beaucoup. C'est même pas une histoire de coût, en disant c'est moins cher, c'est peut-être 20% moins cher, mais pas plus. Mais les bons Africains, quand ils connaissent leur valeur, ils se vendent au même prix qu'un consultant européen, parce qu'ils jouent sur le marché mondial. Mais le problème qu'il a, c'est qu'une fois qu'il a gagné une affaire, et qu'il a un problème de se faire payer, le client lui-même, il dit, bah non, c'est trop compliqué Voilà, avec toi. je laisse tomber. Je veux passer en Roumanie, je fais du CEPA, je sais pas si on fait du CEPA en Roumanie, mais non, je pense. Mais je cherche des destinations où je peux contracter facilement, parce que c'est pas possible, je veux pas. Tu sais, sortir de l'argent de la société pour le mettre dans sa poche, pour l'envoyer par Western Union, c'est ma comptable, c'est n'importe quoi. elle a pété les plombs, dit Soulouf, je refuserai tes trucs si tu me refais encore ça. Sauf que tous les mois, je dois payer des gains. C'est n'importe quoi. Voilà. Et là-dessus, moi je prends un exemple d'hier même. Bah mon monteur, il est au Burkina Faso, il a fini son montage, il me l'a envoyé. 5 minutes après, il avait ses USDC dans son wallet. Voilà, c'est ça qui. Voilà. Et donc et après on dit oui, mais c'est pas légal. Mais le problème c'est qu'il n'y a pas de loi. Donc qu'est-ce qui est légal ou pas légal? Voilà. Parce que je sais à un moment donné. Voilà. Donc tu me posais la question, qu'est-ce qui me motive? Donc aujourd'hui, moi, ce qui me motive, c'est de bâtir une infrastructure. C'est d'abord bâtir l'infrastructure cross country pour que les TPE, les indépendants, les TPE africaines puissent jouer sur le marché mondial. Et le jour, voilà. Donc là maintenant, on est déployé. Quelques frictions réglementaires, plutôt mentales, en Afrique de l'Ouest. Mais dans le pays anglophone, j'ai pas de problème du tout. Et je vais fâcher encore les francophones. L'Afrique, c'est 1,4 milliard d'habitants. D'accord? L'Afrique francophone de l'Ouest, c'est 140 millions, 10%. 7% du PIB. 7%. 140 millions. So what? Ouais, donc Les on avance. c'est 130 millions, l'Afrique du Sud, le Kenya. Donc soit on se prend en main et on légalise ça et on peut faire manger nos jeunes, soit on va pas arrêter longtemps. Mais moi, ça me fait penser à 2 exemples, 2 pays voisins. Donc la Côte d'Ivoire et le Ghana. Ouais. Donc Côte d'Ivoire francophone, Ghana anglophone. Ouais, Au Ghana, je connais bien le Ghana. voilà, il y a un cadre réglementaire, Ouais, je connais bien un le Ghana. framework qui est en place. Ouais. Bon, pour l'instant, j'ai pas creusé le sujet, mais en tout cas, il y a quelque chose qui existe. Et comme tu disais, c'est pas parfait, mais voilà, on peut l'améliorer. C'est une V1. Ouais. Côte d'Ivoire, No Man's Land. Et Mais le pire avec la Côte d'Ivoire, qui me fait mal personnellement en tant qu'Ivoirienne, c'est que niveau hydroélectricité, on a des surcapacités. Donc, ce que l'Éthiopie a fait, on pourrait très bien le faire et créer de la richesse pour le pays. C'est un pays qui a une bonne dynamique économique. Donc, c'est-à-dire c'est pas le plus mauvais, la Côte d'Ivoire. Oui, c'est pas le plus mauvais, mais il y a toujours pas de cadre réglementaire. Non. Alors, parlons un peu du Ghana, parce qu'il se trouve que à Lomé, je sais pas si tu sais, mais la frontière entre le Ghana et le Togo passe dans Lomé. C'est-à-dire que côté Ghana, c'est le faubourg de Lomé. Donc, il y a plein de gens qui vivent de deux côtés, voilà. Et ma maison, elle est à la frontière, donc des fois, mon téléphone, il capte le Ghana et tout ça. Bon. Le Ghana a un framework pour tout ce qui est digital asset, qui est très bien, que je considère même meilleur que celui du Nigeria. Mais le Nigeria, c'est un grand marché, donc on peut pas l'ignorer. Et donc aujourd'hui, une société ghanéenne, un indépendant ghanéen peut tout à fait officiellement être payé en stablecoin, dollars si tu veux, intégrer ça dans sa comptabilité. En fait, c'est ça le vrai problème. Oui, c'est pas le fait que ton Burkinabé a reçu. Oui, tu peux recevoir. Personne t'interdit d'avoir un wallet, Easy Wallet, si tu veux, et de recevoir un stablecoin. C'est pas ça le problème. Mais après, c'est de l'intégrer dans ta comptabilité pour que tu puisses payer les impôts. En fait, c'est le fait de rien dire, de rien faire, en fait, nous empêche aussi de collecter de l'impôt, des recettes fiscales. Donc au Ghana, c'est légal, donc tu peux être payé en C10 ou en stablecoin pour le peu que tu le déclares. Donc après, tout le logiciel commence à s'intégrer, c'est pas tout le temps. Il y a un très beau logiciel de comptabilité, de gestion de comptabilité des TPE au Ghana qui est magnifique. Je crois que ça s'appelle Osé. C'est sur téléphone portable, ça fait 5-6 ans qu'ils sont là. Donc ça, c'est bien. Là où c'est pas bien vu de moi, entrepreneur, parce que moi je trouve que c'est très contraignant, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, DigiTop, pour opérer au Ghana, il faut qu'on ait une filiale.
C'est-à-dire que les licences qu'ils ont fait ne sont pas portables. J'ai pas encore compris. Je suis en train de voir avec un juriste local pour louer en fait une licence. Okay. Ou juste pour juste déclarer qu'on travaille avec un tel et tout ça. Et c'est là où il y a aussi un problème de compréhension par ceux qui font les lois. Je ne dis pas qu'ils sont tous bêtes. C'est les mecs qui ont bien compris pour leur intérêt personnel. Tous les gens à Dakar et à Abidjan, ils comprennent, ils ont tous des bitcoins, ils ont tous des stablecoins, mais ils veulent qu'il y a que pour eux, mais pas pour les... pas pour le petit entrepreneur. Voilà, c'est clair. Donc, faut pas leur dire qu'ils sont cons. Non, loin de là. Comme l'histoire de France CFA. Oui. Voilà, les TPE, je pense qu'ils préféraient bien que le franc CFA soit décorrélé de l'euro, au-delà de l'aspect néocolonialisme. Mais tous nos grands patrons, tous nos grands dirigeants, avoir le franc CFA, pour eux, c'est comme avoir de l'euro, donc ils peuvent toujours acheter des apparts à Paris. Bien sûr. Et donc, ils décideront jamais pour que, voilà. Et en fait, c'est ça, ils sont en permanence en conflit d'intérêts privés et par rapport à leur job. Et ma critique majeure, en fait, c'est ça. Donc, revenons sur le Ghana. Donc, le fait d'être obligé de monter une société, c'est une friction quand même importante. Mais, vu la taille du pays, le dynamisme du pays, moi, je pense que je vais créer une filiale au Ghana. Ça vaut le coup. Et j'utilise ça pour avoir aussi encore une plus de régularité au sens réglementaire avec ce que on fait au Nigeria. Parce que entre les deux, ils ont beaucoup de passeportines, en fait, de textes réglementaires. Donc, si moi, j'ai une licence au Ghana, je peux être tranquille par rapport au Nigeria. Donc, oui. Donc, nous, les investissements majeurs qu'on fait dans l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, c'est dans deux pays. C'est le Ghana et le Bénin, pour taquiner ton côté ivoirien. Ouais. Et pourquoi pas le Togo, parce que j'ai déjà un filiale. Mais le Bénin, ça fait partie aussi du résultat de mon périple. Je connais bien aussi. Mais en 2 ans, en 3 ans, c'est fou. Ils ont fait un saut quantique, le Bénin. Malheureusement, ils sont toujours dans les mêmes règles, dans le même framework de régulation, la BCAO. Mais il y a un dynamisme interne au Bénin que tu ne trouves pas, peut-être en Côte d'Ivoire, mais et j'ai fait 2 sessions à la Chambre de commerce et de l'industrie, une à Cotonou, une à Porto Novo. Je sais pas si tu connais, c'est la dernière ville avant Lagos, hein, en 30 minutes de route, tu arrives dans la banlieue de Lagos. Et donc là, les gens, ils parlent Yoruba, c'est les mêmes peuples, hein. C'est les mêmes peuples. L'anglais, pas trop, mais bon, ils baragouinent en anglais français, à Porto Novo. Donc, à Porto Novo, j'ai rencontré, il y avait une trentaine de chefs d'entreprise, des TPE, des producteurs. Il y avait des gens qui font de la farine, de transformation d'igname, de manioc, du riz, tout ce que tu veux. Il y avait un gars même qui était j'étais ébahi parce que pourtant, je vois quand même beaucoup de TPE africaines, mais le gars, il m'a dit, vous faites quoi? Il m'a dit, je fais des plaques au plâtre. Je dis, ah bon? Il n'y a pas de plaques au plâtre. Il dit, il y en a, mais il faut importer. Donc, lui, il importe, par contre, les plâtres, je ne sais pas, ou de Turquie, ou je ne sais pas quoi. Il a une petite usine à Porto Novo, et il fait des plaques au plâtre sur mesure, si tu fais ta maison, ou bien des formats européens standards. Et les gars, il était là, il dit, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de le vendre ça au Niger, au Togo et au Nigeria. Je dis, mais bienvenue. Voilà pourquoi on a fait des étapes. Voilà. Et donc, j'ai vu des gens qui sont hyper motivés. J'ai vu des gens qui sont, je suis dithyrambique sur le Bénin parce que vraiment, ça fait plaisir de voir un pays africain, tu vois, qui se développe. Comme je suis dithyrambique sur l'Éthiopie, c'est le Maroc. Mais dans la zone UEMOA, le Bénin, pour moi, c'est le champion de toute catégorie. Et je pense que mes copains togolais vont pas m'en vouloir. Mais c'est vrai que le Bénin, surtout, on sent une énergie au niveau de l'écosystème fintech. J'ai discuté avec pas mal de personnes qui sont là-dessus. Écoute, franchement, on travaille avec les 3, hein. Enfin, il y en a 3 qui sont bons. C'est les Béninois qui a amené la crypto dans la sous-région. Tout à fait. C'est vrai que au Bénin, c'est vraiment très. On sent qu'il y a beaucoup de talent. Donc, en discutant déjà, on voit que c'est des gens qui sont intelligents, qui ont une vision. De se dire, on fait quelque chose, mais avec une vision plus large, en fait, que juste faire jouer avec la crypto. Ils ont la chance d'être voisins du Nigeria. Aussi, ouais. Et le Nigeria commence à les tirer vers le haut. C'est ce que la Côte d'Ivoire peut faire avec le Ghana. C'est ce que le Togo, je me bats toujours avec mes amis togolais. Mais bordel, mais pourquoi vous traversez pas la frontière? Même, tu vois, le week-end à Lomé, c'est une jolie ville, une petite ville, mais calme. Mais on regarde toujours vers l'ouest, vers le Bénin, mais jamais côté ghanéen. Et un jour, je dis quand même, c'est bizarre. Attends,
C'était pas il y a 3-4 ans. Bon, malheureusement, je suis pas ressortissant de la CEDEAO, donc il fallait payer un visa. J'ai payé quand même. C'était raisonnable à ce temps-là. Maintenant, c'est $200, c'est plus cher. Donc, j'ai passé le week-end de l'autre côté. Et de l'autre côté, il y a une grande lagune, mais il y a des resorts, des hôtels, mais magnifiques. Et il n'y avait aucun Togolais. Quand j'ai passé 2 jours, 3 jours là-dedans. Et ça, je parle de la partie plaisir, dans le business. Bon, il y a quand même quelques Togolais, parce qu'en fait, c'est la même population, de deux côtés. Mais ils n'ont pas spontanément le fait de dire, je veux faire un partenariat avec une boîte ghanéenne. Ouais. Et ça aussi, c'est notre problème francophone encore. Alors, nous, Malgaches, on a de la chance. Et notre malchance, c'est comme on est insulaire, déjà, on pense que tous les gens au-delà de la mer, c'est des cons. Et donc, on a une excuse, voilà. Quoi. Voilà. De toute façon, ils savent pas nager, donc ils sont bêtes. Non, c'est pas non plus. En tout cas, Malgache, c'est de haut plateau. Il n'a jamais vu la mer. Voilà, donc, mais, donc, tout ça, c'est des, il y a des potentiels, c'est-à-dire, enfin, il faut qu'on s'ouvre un peu plus, que l'Ivoirien travaille plus avec le Ghanéen, le Togolais avec le Ghanéen, les Béninois avec les Nigérians, et d'ailleurs, il faut qu'on dépasse plus vite cette notion de UEMOA. On parle toujours d'UEMOA, mais l'enjeu n'est pas, c'est 7% du PIB africain, mec, excuse-moi, je parle pas de toi, mais, donc, voir grand, quoi. C'est ça. Les Sénégalais, il y a le marché kényan, peut-être à voir, et ben, maintenant, il y a un problème, mais c'est pour ça que nous, on a bâti des systèmes, tu vois, c'est pour que les Sénégalais puissent vendre en Éthiopie, au Sénégal, à Madagascar, en Afrique du Sud, et vice versa. Parce qu'on est quand même un marché de 1,4 milliard, quoi. Exactement. Et voilà. Mais c'est vrai qu'il y a aussi c'est pour ça c'est bien d'avoir des solutions qui vont faciliter l'intégration, parce que ce qui va freiner un exportateur au Sénégal, c'est que il va se dire, si je travaille avec quelqu'un qui est dans la zone CFA, j'ai peut-être moins de friction d'un point de vue de la circulation de l'argent, mais dès que je vais aller vers je sais pas, du shilling ou d'autres monnaies, ça va devenir hyper compliqué, donc je reste dans mon petit cocon. Non, je partage pas cet avis. Il y a avant le PSI là, la friction entre Dakar et Lomé. Moi, quand je faisais des virements Ecobank Togo à Ecobank Dakar il y a 2 ans, sur le bouton j'appuie, mais la friction met quand même plusieurs jours pour ça. Ouais. Donc, excuse-moi. Là maintenant avec le PSI qui est très bon, il y a pas de problème. Bravo l'Afrique francophone. Ça va être de plus en plus rapide. Donc et le nivellement par le bas avec le frais à 1%, c'est bien. Ils auraient pu faire mieux, le frais à 0% pour le particulier, tu vois. Ça coûte rien de transférer de l'argent une fois que tu as l'infrastructure. Et comme apparemment ils ont décidé d'investir dans leur propre infrastructure privée, et qui est une connerie encore au lieu de faire sur la blockchain publique. Voilà. Ça me fait penser que je voulais te lancer sur ce sujet. Non, mais t'as pas besoin de me lancer parce que mais faut toujours être positif. Oui. C'est un premier pas. Mais c'est comme le dollar, l'euro numérique, le CBDC européen. C'est 50 milliards d'euros d'investissement, mais la BCAE ne saura pas gérer l'infrastructure. Ça ne marchera jamais leur truc. Au lieu de dire, on fait on fait une législation pour que des boîtes privées et des banques publiques puissent émettre des stablecoins, on régule sur le collatéral de ces stablecoins, on impose des audits, même tous les jours si tu veux. Oui. Je m'en fous, moi, tu le fais tous les jours, mais on laisse les gens faire, et les gens sachant faire, compétents faire. Et aujourd'hui, pour faire l'infrastructure de transfert de valeur, il faut être vraiment con pour réinventer, quoi. C'est clair. Et donc nous, voilà, j'espère que les francophones ne veulent pas copier le CBDC euro, mais si, hein. non, mais attends, moi entre-temps je serai déjà ailleurs. Bon, revenons sur quoi on parle parce que donc le PPSI, on dit PPSI ou ouais, c'est le PSI. C'est très bien, c'est bien, c'est pas très bien, c'est bien. Donc la friction, effectivement, ça va être réduit. Mais aujourd'hui, sais-tu que il y a que 2 pays francophones qui sont dans PAPS. PAPS, c'est une initiative de l'Union africaine. C'est quand même génial. C'est là pour une fois une grande vision. Et qui est géré par l'Afreximbank, qui est une banque de la région, enfin du continent, au Caire. Et qui était au début, avait comme objectif, je regardais depuis 5 ans, 4 ans, à interconnecter les banques centrales des différents pays africains, mais sous réserve que les pays adhèrent. Donc, ce qui est normal, parce qu'en Afrique, c'est pas l'Europe, même au sein de l'Europe, il faut que les pays adhèrent et que le Parlement... Mais quand même, il y a eu une accélération depuis 2 ans. Mais vraiment une vraie accélération. Il y a 18 pays maintenant qui sont membres de PAPS. Donc PAPS, c'est what does it mean? Payment, access, whatever. En fait, c'est une infrastructure en fait de transfert de valeur entre les différents pays africains qui adhèrent à ce système de manière électronique pour que
une entreprise kenyane puisse payer avec du shilling kenyan à une boîte égyptienne qui lui reçoit, c'est quoi la monnaie en Égypte, je sais pas. C'est pas dinar, dirham, je sais plus. Sans passer par Londres et Paris. Ouais. Donc, c'est quand même en termes de vision de re-souveraineté africaine, c'est magnifique, c'est beau. Donc, sur les 18 pays, il y a 2 pays francophones. Tu les connais? Non. Dis-moi. Djibouti et Comores. Allô, la BCAO. Ouais, c'est ce que j'allais dire, mais ils sont où? Ils sont où les pays de l'Afrique de l'Ouest. De l'Afrique de l'Ouest. Et hier, j'ai eu un call avec un chargé d'affaires du PAPS. Moi, je veux que Dizzy Top adhère au PAPS. Le mécanisme qu'ils ont fait, c'est que tu as 2 manières de se plugger. Tu as ce qu'ils appellent un direct participant. Ça veut dire qu'il faut que tu sois une banque, principalement, et que tu es validé par ta banque centrale, et après, tu es connecté au réseau PAPS. Et après, tu as l'indirect participant, c'est qu'il faut que tu peux être n'importe quelle entreprise. Donc, moi, nous avons une filiale au Togo. Je veux être indirect. J'ai rempli le formulaire. Et là, une semaine après, désolé, le Togo n'est pas là. Bon. Donc, je dis, mais, sauf que sur le site web, ils disent, si dans ton pays, il n'y a pas un participant direct, tu peux t'adresser à l'Afrexim Bank au Caire. C'est ce que j'ai fait. Donc finalement, il y a un Nigérien qui m'appelle, on a fait un call hier. Il m'a dit, oui, mais tu n'es pas une banque, mais si tu étais une banque togolaise, on aurait peut-être le fait. Je dis, non, moi je suis juste un fintech, quoi. Moi, je veux juste que mes petits Africains comme moi trade, mais je suis pas là pour manger sur eux, quoi. Et les mecs, ils rigolaient. Et donc, je peux pas, mais il me dit, par contre, il y a une signature en cours, prévue, entre la BCAO et l'Afrexim Bank. Donc, c'est un scoop. Si jamais ça ne se fait pas, j'ai mal, oui. Les gars là avec qui je discutais montaient. Mais apparemment, ça va être fait. Mais aujourd'hui, toujours est-il que le Kenya est là, le Maroc est dedans, l'Éthiopie est dedans, l'Afrique du Sud est dedans, 18 pays, avec 2 francophones, Djibouti et Comores, Madagascar, pas dedans. Toute l'Afrique de l'Ouest, pas dedans. L'Afrique centrale, pas dedans. Or, le pape, c'était un super complément, moins temps réel, ce qui permet aux Sénégalais d'aller trader avec un Égyptien. Ce qui serait fou. Non, c'est normal. Après, il faut parler anglais. Voilà. Mais ça, je peux pas tout faire, tu vois. Mais dans cette friction-là, on a tout en place. Donc aujourd'hui, du coup, la solution finalement que je vais entamer à mettre en place, parce que je ne crois pas que la signature ait lieu demain comme le mec l'a fait. Et toujours dit que même si la BCAO, la CEDEAO, BCAO signe, il faut que tous les pays valident, et après il faut que les banques dans chaque pays adhèrent. Oui. Donc ça veut dire que si on fait un podcast l'année prochaine, on y sera encore. La solution pour moi, c'est quoi? Je monte ma filiale au Ghana, je demande ma licence, et je suis connecté à PAPS, et peut-être que je vais faire l'interface du Sénégalais. Voilà. Au PAPS. Et ce qui est bien dans ton modèle, du coup, c'est que t'as du choix. C'est que tu t'es pas dit. Je bâtis un choix. Aujourd'hui, j'ai les paiements par carte bancaire, Visa, American Express et Amex. Ça, c'est pour les pay-in. Les paiements par stablecoin, donc ERC, USDC, USDT. Je ne peux pas prendre de l'USDT en Europe parce que je suis une société française. Mais bon, je prends du USDT, USDC. Donc, on a développé un bridge swap automatique pour délivrer de l'USDT chez les Nigérians quand ils veulent ça. Et après, les mobile money. Et aujourd'hui, on a les 8 pays, grâce PSI, parce que au début, on n'avait que 5. Donc là, il n'y a plus un effort extra. Et on est en train d'intégrer 20 pays, donc pratiquement tous les pays, sauf Madagascar, parce que voilà, j'ai pas encore trouvé la solution pour Madagascar, c'est pas grave. Donc ça, c'est le pay-in, et le pay-out, c'est de la même manière. Tu enlèves la carte bancaire, mais tu fais un pay-out en stablecoin. Je fournis même le wallet pour que ce soit facile à utiliser. Je vais pas dire au mec, tu te rends compte, tu peux pas dire à Mamadou là, à Dakar, télécharge Madamas, non. Tu crées ton Shopify sur DigiTop, et tu as ton Dizzy Wallet qui va avec. J'appelle ça Shopify parce que ça s'appelle DigiStop. Et tu as ton wallet, et qui est un wallet qui est intégrant la place de marché. Et donc tu peux recevoir tes settlements en USDC, en USDT et en ERC, si vous veux. Ou bien, il sort du wallet en mobile money. Voilà. Voilà. Pour pouvoir le dépenser dans la vie de tous les jours. Sauf que non, tu peux aussi. Aujourd'hui, tu sais, nonobstant l'histoire de règlement par règlement en Afrique de l'Ouest, et qui pour moi c'est un vrai faux problème, un Africain de l'Ouest, un Sénégalais, un Ivoirien qui
tu fais de la prestation intellectuelle, content creator, un software developer, et même un vendeur d'huile de palme, un exportateur de cajou, quand tu reçois un paiement en stablecoin, dollar ou euro, c'est un levier énorme après pour que tu puisses sourcer d'autres produits et que tu puisses payer à ces monnaies-là par rapport à tes concurrents qui sont obligés d'aller frapper à Correspond en disant j'ai 10 millions de francs CFA, mais je dois acheter, payer un truc en chinois. En fait, on se crée des problèmes supplémentaires qu'on ne devrait plus en avoir. Donc, gérer sa trésorerie, une partie en devises euro numérique et un dollar numérique, c'est un avantage concurrentiel énorme pour les TPE africaines. Et moi, je l'amène ça. Après, on m'a dit, oui, non, t'as pas le droit de faire ça. En fait, en Afrique de l'Ouest francophone et à Madagascar, on dit, t'as le droit de mourir, c'est légal. Oui. Et pourtant, les entreprises, au final, elles n'attendent pas. Elles ont toujours besoin de ces solutions. Donc, je prends le cas de la zone CEMAC. Je discutais récemment avec un chef d'entreprise qui disait que au Gabon, notamment, des fois, bah, justement, tu as les fameux 10 millions de francs CFA. Tu veux des dollars parce que tu dois payer un fournisseur, bah, il y en a pas. Donc, bah, tu dois juste attendre. Et là, bah, c'est un marché, hein. Donc, si t'es pas réactif, eh bien, tu es en train de perdre du chiffre d'affaires. Mais ça te coûte. Ça te coûte au moment où tu vas chercher l'équivalent de 10 millions de francs de CFA. Attends, il y a une aberration totale aujourd'hui. Le XOF et le machin. Ouais. Pas passons encore, tu vois. Mais ça te coûte parce que tu l'achètes sur le marché noir et après ça te coûterait après parce que tu auras un redressement fiscal à cause de ça. Bien sûr. Donc nos grands dirigeants, au lieu de réglementer et de passer moins leur vie dans les 4 étoiles à Ivoire, à l'hôtel d'Ivoire, ben faut qu'ils bossent un peu plus les gars quoi. Bah oui, parce qu'il y a des gens sur le terrain qui ont des vrais problèmes. En plus des acteurs économiques, pour revenir à ce qu'on disait au début, bah qui font vivre les gens quoi. Mais c'est donc, pas, voilà. Non, mais Elodie, non, pourquoi tu dis ça? Il y a des acteurs. C'est les mecs qui font vivre les gens. Tu crois que c'est le mec qui travaille au plateau, là, qui font vivre les gens? Ah, voilà, c'est celui qui attend à la banque. En plus, on n'a pas parlé de ça, mais tu l'as effleuré au début. Moi, c'est quelque chose qui, à chaque fois, me rend folle. C'est que tu vas à la banque, justement, avec tes 10 millions et t'as besoin de dollars. À la fin, ils vont te dire qu'il y en a pas, mais tu vas attendre 3 heures à la banque. Donc, tu as déjà perdu du temps pour, au final, avoir perdu une demi-journée. Quelqu'un qui a une entreprise à gérer ou qui a un boulot à faire, les gens se rendent pas compte en fait de ce qu'ils sont en train de créer. Et là, on multiplie ça par le nombre de personnes. Hein. Ça fait vraiment une perte de temps et un manque à gagner qui est vraiment incroyable. Non, c'est un manque de croissance énorme. Ouais. Je sais pas te chiffrer le manque à gagner, mais on n'a pas besoin des grandes choses, tu vois, pour nos économies se développent. On a tout. On a la jeunesse, on a des gens qui sont brillantissimes, débrouillards. On a une masse critique. Il y a 54 pays en Afrique, c'est vrai. Il y a 54 législations différentes, c'est vrai. Mais on a l'avantage, contrairement aux grands ensembles comme l'Europe. Mais les populations, en fait, elles connaissent pas les frontières. Tu vas de Lagos à Abidjan, tu peux ne pas parler français et anglais, mais tu arrives à parler avec les gens. Et les gens, ils ont toujours fait du trafic, enfin pas du trafic, au sens noble du terme. Voilà. Et en Afrique de l'Est, c'est pareil. Dans le Mozambique, Tanzanie, Kenya, Ouganda, même jusqu'à l'Éthiopie, les trades entre les différents peuples ont toujours existé et sont plus forts en Afrique que en Europe. Donc, les États modernes ont créé ou ont hérité ces frontières. Donc, moi, je n'ai rien à dire, mais c'est comme ça. Mais sauf que nous, mentalement, les gens qui nous gèrent, qui nous dirigent, ils sont encore ferrés par ça, quoi. Et c'est pour ça que pour moi, les stablecoins, après les gens peuvent râler en disant oui, c'est une vassalisation par les États-Unis, mais bordel, moi, les gens ils mangent avec ça. Je suis désolé. Oui, moi aujourd'hui, je concours à financer la guerre de Trump parce que j'achète des stablecoins. Mais oui, mais entre-temps, je rends service aux gens. Les gens ils produisent. Donc c'est pas demain qu'on fasse des stablecoins sur un panier en Afrique. Peut-être qu'un jour je ferai ça, mais si tu veux faire un trade entre le Niger et le Nigeria, aujourd'hui, tu utilises un USDT, t'arrêtes de te prendre la tête entre le franc CFA et le Naira. Tu veux faire un trade entre le Tchad et l'Éthiopie ou le Tchad et le Soudan, parce que de l'autre côté, nonobstant qu'il y a une guerre, et ben tu utilises l'USDT ou de l'USDC. Nous, dans la zone francophone, on peut tout à fait... maintenant, il y a le PPSI, mais on peut trader en stablecoin euro.
Et de toute façon, à un moment donné, il faut se poser la question de c'est quoi l'alternative? Parce que de toute façon, un exportateur qui est en Afrique, il aura besoin d'avoir accès au dollar. C'est le dollar. L'euro. Voilà, ou l'euro. Ouais. Donc, à un moment donné, autant qu'il ait la meilleure forme de cette monnaie, donc, qui est le stablecoin. C'est ça, j'admire, parce que c'est pas la peine de se prendre la tête en disant, on va faire un CBDC, machin, qui s'appelle Coris, ou je sais pas quoi, ou Echo, ou un stablecoin, je ne sais pas quoi. Non. Sois concret, mec, le monde est aujourd'hui dollarisé à outrance. Bah oui. Donc, si tu veux trader avec un Chilien, ne lui parle pas de monnaie qu'il connaît pas. Il a jamais entendu parler de ton franc CFA, donc ils s'en foutent. En fait, voilà. Et tout ça, c'est caché sur la souveraineté, la stabilité monétaire. Mais j'espère que je t'ennuie pas, mais pas du tout. Tu m'ennuies pas du tout. Au contraire, j'ai pas vu le temps passer, et là, on arrive malheureusement à la fin de l'interview. Moi, j'ai une dernière question à te poser. Si on se parlait dans 2 ans, quelle est la chose où tu te dis, il faut que ça se réalise? Donc, dans 2 ans, quel est ton vœu? Par rapport à quoi? Par rapport à tout ce dont on a parlé. C'est-à-dire le système financier africain ou la réglementation. Moi, j'attends rien de la réglementation. Je suis un vrai libéral, économiquement parlant. Mais qui a besoin d'une réglementation pour protéger les valeurs créées. C'est ça. Je suis pas contre, tout contraire. Mais je n'attends pas au sens s'ils décident pas, je veux pas dire, faut que j'attende, je sais pas, c'est hostile de dire, ah oui, mais c'est pas possible, non. Donc, sur l'aspect finance, le Graal, en fait, le vrai problème à régler dans toute l'Afrique, c'est l'accès au crédit pour les entreprises. L'accès au financement, au sens général, que ce soit de la dette ou du capital ou que sais-je, mais enfin, c'est les deux majeurs. Enfin, et ça, c'est pas juste le travail des régulateurs. C'est aussi le travail des entrepreneurs et des chefs d'entreprise. Par la structuration, par le booking, c'est-à-dire la comptabilité, si vous voulez, même si c'est avec un téléphone portable. Parce que sans data, il n'y a pas de crédit. Faut pas rêver que l'argent va tomber comme ça parce que tu es beau, tu es belle. Non. Si j'ai $1 million à dispatcher en Afrique, j'ai besoin de data pour dire à qui je dois donner. Tout à fait. Donc, c'est un travail de 2 côtés. Donc, il faut que les TPE se structurent, se formalisent. Je dis pas avoir une carte, mais au moins avoir des données vérifiables de préférence. Et quoi de plus vérifiable qu'un wallet? Tu sais, je divague un peu. Ton compte bancaire, est-ce qu'il est vérifiable? J'ai $1 million, toi t'es à Abidjan, tu vas m'envoyer ton relevé bancaire? Pourquoi je crois à ton relevé bancaire? Donc, on nous a raconté que la banque, c'est le nirvana du tamponnage. Voilà, de la confiance. Non, c'est nini, c'est n'importe quoi. Par contre, deuxième raison. Aujourd'hui, moi, et ça, tu me demandes, c'est quoi ton truc? J'ai pas besoin d'attendre 2 ans, mais d'ici peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, même pas. Je vais te prouver que tous les jours, de manière ouverte, sur la blockchain, tu vois qu'il y a un trafic qui est parti de Dakar vers Nairobi, de New York vers Bujumbura, et que tu vois la trace. Il y a 2 wallets. Et le trafic, tu sais que c'est un achat de produits, un paiement de facture, un transfert de stablecoin. Aujourd'hui, toutes ces banques-là que tu chéris, elles font ça. Elles sont capables de faire ça. C'est très opaque. Voilà. Donc, de quoi je rêve? Je rêve à atteindre, c'est vraiment être en mesure de fournir des crédits sans garantie. C'est-à-dire pas engager le terrain. Tu sais le nombre d'entrepreneurs en Afrique qui ont perdu leur terre ancestrale parce qu'ils ont mis sur la table la maison de papa et de maman et que le banquier a saisi. C'est ça, ouais. Parce que c'est ça le monde bancaire en Afrique. Et donc, c'est accéder à des crédits sans discrimination. Pour moi, la discrimination, c'est le fait déjà que tu ne puisses pas rentrer dans un compte, dans un bureau de banque. Sans discrimination, mais pour le peu que tu aies des données. Et c'est ça le cas d'usage suprême, mais ouais, on en parlera. Tout à fait. En tout cas, je te souhaite de réussir. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Je pense qu'on sera obligé de refaire d'autres épisodes quand tu seras de passage. Dans 2 ans, tu seras de passage à Paris. Je pense qu'on aura plein de choses encore à se raconter. Merci beaucoup, Solofo, pour ton temps. C'était un grand plaisir d'échanger avec toi. Merci beaucoup. Tu
tu me fais évader un peu. Ça me fait sortir de ça fait sortir mes griefs de tous les jours. Parce que non, c'est fascinant. On est sur moi, je trouve que nous travaillons sur le segment de la finance, ce que j'appelle la vraie, la finance pour les gens qui travaillent, pas la finance pour les gens qui achètent des bons, des obligations d'État et qui gagnent 10% dessus et après les places à New York. C'est un métier, c'est un secteur qui est vraiment impactant et qui change la vie des gens. Et c'est ça que je trouve fantastique. C'est-à-dire que si on fait bien, si on structure, on bâtit des infrastructures, on éduque les gens, on peut changer la donne, sortir de la pauvreté. Je reviens à la première phrase, c'est nos compatriotes africains. C'est vrai. Voilà. Merci beaucoup, Solofo. Merci beaucoup.